On ne prend pas assez le temps de parler de cette maladie. D'après les chiffres de Santé publique France, près de 272 000 Français seraient atteints de Parkinson, une maladie qui touche 25 000 nouveaux cas par an. Le chiffre risque de doubler d'ici 10 ans. Qu'est-ce que cette maladie? Quels en sont les symptômes? Est-ce qu'il existe des facteurs de risque? Eh bien, c'est la thématique de ce rendez-vous d'Honnête aujourd'hui. Et pour en parler, autour de cette table, le docteur Imad Sfer. Bonjour, docteur Sfer. Bonjour. Je rappelle que vous êtes gériatre, président de Reseda en Bourgogne-Franche-Comté. Un petit mot, on rappelle ce qu'est Reseda. Reseda, c'est le réseau des maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Huntington. Et nous avons un rôle plutôt de formation des professionnels et information du grand public sur ces maladies. Élise Intavong est avec nous, elle est infirmière référente Parkinson pour Elivi, un réseau de prestataires de santé à domicile. Bonjour Élise. Bonjour. Et puis Vincent Schneider, qui est un neurologue, expert des mouvements anormaux, centre expert Parkinson du CHU Dijon-Bourgogne. Peut-être un premier tour de table sur la présentation de cette maladie. Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par une accumulation anormale en fait, d'une protéine qui va cibler différents sites stratégiques au niveau du cerveau et induire en fait la perte de neurones qui produisent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la perte progressive de ces neurones en fait va induire différents symptômes, le tremblement, la raideur et puis la perturbation du mouvement automatique. Mais il y en a également d'autres qu'on connaît un peu moins, un peu plus cachés, comme de l'angoisse, de la dépression, des douleurs, perturbation du sommeil, perturbation urinaire, du transit intestinal et de l'odorat. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs, docteur Sfer? Il y a beaucoup de patients qui présentent une baisse de l'odorat quelques années avant l'apparition des symptômes. On situe à quel âge à peu près l'apparition de la maladie? Autour de 55 ans, les premiers symptômes moteurs. Donc perte de l'odorat, il y en a d'autres? Les premiers symptômes à 55 ans qui vont amener à consulter le neurologue, ce serait plutôt le tremblement, la raideur et les difficultés dans le mouvement. Mais ça veut dire que 5 ou 10 ans en amont, il peut y avoir des signes précurseurs? Tout à fait. Donc, tout ce qui va être trouble du transit intestinal, de l'odorat, et puis les rêves assez agités, mais ça n'amène pas forcément les patients à consulter. D'ailleurs, quelle est l'origine de cette maladie? Est-ce qu'on a identifié des facteurs de risque? Alors, bien évidemment, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, notamment l'âge. Plus on est âgé, plus on est exposé à cette maladie. Il y a aussi des facteurs de risque comme les pesticides, puisque c'est une maladie qui touche beaucoup les patients dans un milieu agricole, mais également aussi des facteurs de risque comme des traumatismes cérébraux fréquents et réguliers. Ça peut toucher certains sportifs, des boxeurs par exemple, et des rugbyman, etc. Il y a aussi une part importante de la génétique. Certains patients ont un patrimoine génétique, une histoire familiale qui fait qu'ils vont être plus sujets à développer des maladies neuroévolutives. Docteur Schneider, comment on fait le diagnostic? Il n'y a pas forcément d'examen à faire, d'imagerie, de prise de sang. Donc vraiment, ça va se baser sur l'échange entre le neurologue et le patient, ou aussi son médecin traitant ou son gériatre, bien sûr. Et puis, ça va être la mise en évidence des signes qu'on a évoqués, et puis aussi derrière la mise en place d'un traitement pour voir si les signes disparaissent sous traitement. Et c'est ça qui confirmera le diagnostic. Le diagnostic, on vient d'en parler, et puis ensuite vient le traitement, justement la prise en charge, on en parle dans cette deuxième séquence. Docteur Sfer, la prise en charge de cette maladie, comment ça se passe? Il y a bien évidemment plusieurs traitements combinés avec d'autres molécules, mais le traitement médicamenteux reste à base de dopamine que l'organisme, le cerveau a du mal à sécréter. Alors on parle de maladie neurodégénérative, vous aimez le terme de neuroévolutive, Oui. Docteur Sfer. Est-ce que le traitement se fait de la même manière tout au long du développement de cette maladie, Vincent Schneider? Au tout début, comme l'a dit le docteur Sfer, il y a un traitement à base de dopamine, pour l'essentiel, qui va suffire en fait à corriger les symptômes, et c'est cette phase débutante de la maladie qui permet vraiment un bon contrôle des troubles avec un traitement classique, comme on verrait pour la tension artérielle ou le diabète ou des choses comme ça. On appelle ça, c'est pour l'anecdote, cette phase de lune de miel. C'est ça. Pour quelle raison? On arrive vraiment à retrouver finalement une vie normale les premiers mois, les premières années, docteur Sfer? Oui, c'est impressionnant pour le patient, puisque tous ces problèmes qui sont assez handicapants au départ sont traités de façon presque complète avec ce traitement-là. Puis après, avec l'évolution de la maladie, il s'avère qu'effectivement, le traitement simple vient à être pris en défaut.
Et on est amené à proposer des traitements un peu plus spécifiques, un peu plus poussés, qui vont se baser sur des dispositifs de chirurgie ou des pompes pour lesquels on fait intervenir aussi des prestataires à la maison notamment. Justement, Élise Intavong, transition toute trouvée, puisque vous avez été formée spécifiquement à l'approche de cette maladie. Vous intervenez principalement à domicile, c'est cela? C'est ça, oui. Et puis évidemment lors de toutes les étapes de cette maladie. Tout à fait. Comment donc, ça se passe? Lorsque les médecins nous contactent pour rencontrer un patient, donc on fait le point à domicile et on essaye de faire remonter les informations auprès des médecins pour savoir quelle pompe est adaptée. Et nous, on relève les données à la maison pour donner les informations aux médecins. Avec Parkinson, on peut maintenir les malades à domicile dans 100% des cas, enfin j'allais dire au moins sur les premières années de la maladie? Ça va dépendre de l'âge, puisque c'est une maladie quand même qui est très liée à un âge avancé. Et donc s'il y a d'autres troubles, notamment des troubles cognitifs, ce qu'on appelle une démence parkinsonienne qui s'installe en plus, c'est là où on est amené à réfléchir à une institutionnalisation, mais le but, c'est qu'on garde les patients le maximum possible à domicile. Et puis alors je crois que vous êtes très attaché, Dr Sfer, à la prise en compte globale, c'est-à-dire de l'environnement familial, hein, des conjoints, des enfants. Bien sûr, c'est là où le patient il est le mieux en sécurité et c'est là où il va répondre le plus au traitement. Et quand il est dans un milieu qu'il maîtrise moins, c'est là le risque aussi de désorientation et moins une bonne réponse au traitement. Élise, ça fait partie aussi du contenu de la formation. Au-delà du traitement médicamenteux, on gère aussi tout l'aspect entourage familial, mais aussi tout ce qui est à la maison, réadapter peut-être la salle de bain, réadapter les escaliers. On est en contact avec les médecins, mais aussi les assistantes sociales et tous les organismes possibles pour adapter au mieux la maison du patient. On parle Parkinson sur ONELS aujourd'hui. Où en est la recherche, l'innovation, c'est l'objet de cette troisième séquence. Et on le redit, hein, Dr Schneider, cette maladie neuroévolutive se traite mais ne se soigne pas. On peut imaginer d'ailleurs un traitement un jour définitif mais qui traite l'origine de cette protéine qui s'accumule. C'est vrai que dans les années à venir, pourraient apparaître des molécules de ce type-là, à l'image de ce qu'on voit actuellement dans la maladie d'Alzheimer, où on peut voir des thérapies type anticorps qui vont venir cibler la protéine dont on a parlé au début, ou même des vaccins également qui auraient pour principe également de l'emprisonner, éviter qu'elle se propage. On en est où justement alors, sur l'innovation pour le coup du traitement qui va permettre de retarder peut-être l'apparition des symptômes ou le développement de la maladie? On a parlé des anticorps monoclonaux, mais il existe aussi d'autres types de recherches sur des cellules souches qui sécrètent de la dopamine qu'on peut injecter au cerveau. Et puis aussi, il y a la thérapie génique, c'est une voie de recherche importante. On injecte des nouveaux gènes qui pourraient aider la cellule à sécréter de la dopamine. J'entends beaucoup d'espoir dans ce que vous nous dites. Vous êtes d'accord, docteur, confiant sur l'avenir? De plus en plus, effectivement, on s'intéresse à tout ce qui va être activité physique adaptée, kiné, orthophonie. De toute façon, il y a eu quand même vraiment des études qui ont montré que c'était vraiment efficace et que ça ralentissait l'évolution de la maladie quand même aussi. Et puis après, oui, on a quand même bon espoir de voir dans les années à venir arriver des traitements qui permettraient de ralentir la maladie, voire même de l'endiguer. Dr Sfer, on a l'impression que votre réseau Reseda, qui est très actif et de plus en plus, j'allais dire, mis en valeur par l'écosystème, par les médias, on sent que cette thématique intéresse, elle intéresse évidemment parce que de plus en plus de Français sont concernés. C'est votre quotidien? Ce sont des maladies qui touchent beaucoup de monde. En France, il y a 1 million de personnes atteintes de maladies neuroévolutives, donc c'est quand même pas anodin. Et donc, bien évidemment, ça touche les aidants. Et donc, forcément, ce sont des questions qui touchent énormément de monde. Eh bien, merci en tous les cas pour tout ce que vous faites. Merci Vincent Schneider, merci également au CHU Dijon-Bourgogne, merci au réseau Reseda, IMAD-Sfer, et puis merci Élise Intavong pour votre beau témoignage émouvant. On vous en dit plus évidemment, dès qu'il y a des nouveautés, de l'innovation autour de cette thématique, n'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus en plateau. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un grand rendez-vous ONELS.